Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, il me revient cet exercice assez délicat, donc de présenter de manière succincte, parce que bon, c'est vrai que vous êtes plus des professionnels du secteur santé. Donc, je suppose que la loi adaptation de la société vieillissement n'est certainement pas quelque chose que vous connaissez complètement. Donc, cette loi, en tout cas du 28 décembre 2015, a, je dirais, deux points essentiels qui, moi, me semblent important à retenir. D'une part, les conseils départementaux sont renforcés dans leur rôle de chef de file, donc des politiques gérontologiques. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Et l'autre point, donc, c'est vraiment toute cette gouvernance rénovée avec un enjeu donc essentiel autour d'un portage plus transversal et stratégique donc de ces politiques de l'autonomie, d'une part pour adapter la société au vieillissement dans son ensemble et mieux accompagner les personnes âgées dans leur parcours de vie. Donc les principales instances dans lesquelles effectivement les professionnels de santé vont pouvoir se retrouver, on est vraiment au niveau régional autour des conférences régionales de santé et d'autonomie, mais qui existaient déjà avec la précédente loi santé, mais surtout les conseils territoriaux de santé qui sont des nouvelles structures, nouvelles instances qui sont des instances de co-construction dans lequel les professionnels que vous êtes, vous pourrez largement contribuer et apporter des éclairages pour les financeurs publics sur les évolutions à mener dans les politiques à la fois de santé mais aussi autour de l'autonomie qui concerne à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment un espace qui est essentiel. Sur le versant plutôt conseil départemental, on a là un espace aussi très important qui s'appelle le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, qui a été donc créé par la loi adaptation de la société vieillissement. Et cette instance regroupe, pour ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les CODERPA ou les CDCPH, donc qui font une fusion donc de ces deux instances. Une autre instance est créée plutôt là sur le champ de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Donc c'est plutôt là une instance institutionnelle dans laquelle seront effectivement partagées, discutées, priorisées tout ce qui est action de prévention de la perte d'autonomie pour les personnes âgées. C'est plutôt donc une instance institutionnelle, mais dans laquelle sera largement discuté tout ce qui est programme autour de la prévention des pertes d'autonomie, sur lequel vous pourriez être amené à conduire des actions au sein donc des établissements dans lesquels vous exercez. Donc toutes ces instances vont devoir effectivement s'articuler entre elles, notamment sur ce champ médico-social pour accompagner et les personnes âgées, mais aussi les personnes handicapées, d'où un rôle important aussi donc des professionnels de santé. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces points-là. Donc sur les dispositifs, en complément de mes collègues, les clics qui existent depuis maintenant la loi 2001, donc sont de plus de 500, donc continueront donc à exister. Ils sont à la main complètement des conseils départementaux. Les MAIA sont effectivement en phase de déploiement. Ils ont effectivement été confortés par la loi adaptation de la société au vieillissement. On sera à plus de 350 MAIA à fin 2016. Ce qui est important de retenir sur effectivement tous ces dispositifs, c'est que nos deux lois nous conduisent à dire qu'on est bien là pour conforter cette volonté de cohérence autour des parcours des personnes âgées, des personnes handicapées et de d'autres publics. On est là aussi pour améliorer ce parcours et organiser le maillage territorial de manière à mieux répondre à ces problématiques. Donc j'en ai terminé. On m'a demandé de faire le plus rapidement possible. J'espère être dans les délais qui me sont contraints. J'ai évité d'autres graphiques. Merci Marie-Claude. Donc voilà, un panorama un peu du niveau national, en essayant de vous montrer ce qui sont parmi les outils les plus importants à ce jour de coordination qui se passe donc entre les différentes directions et les acteurs nationaux qui se coordonnent. Avez-vous maintenant à vous des questions
sur l'une ou l'autre des interventions ou sur des choses qui ne vous paraissent pas claires du tout. Y a-t-il des questions? Est-ce que tout ceci vous parle? C'est vrai que vous avez entendu des mots immédiats comme les Mayas ou comme, enfin, ce que les assistantes sociales d'ailleurs des établissements de santé connaissent parfaitement bien, ou les MDPH, les structures auprès desquelles elles font les dossiers quand les patients sortent de l'établissement de santé. Par contre, est-ce que ce qu'on essayait de vous montrer, c'est ce qui va se mettre en œuvre, qui est normalement, et c'est bien ça l'idée, au service de tout ce qui est plateforme territoriale, c'est-à-dire proche de votre établissement, et qui puisse vous permettre d'avoir des liens avec les établissements autour de vous, comme les maisons de retraite, notamment. Est-ce que vous avez des expériences et des choses qui ne vous paraissent pas claires ou des questions? Bonjour, mesdames. Je voudrais poser quelques questions, mais qui, excusez-moi, mais qui n'ont pas trop de rapport avec ce que vous veniez de dire. Voilà, donc je voulais, apparemment, ce sont des personnes du ministère qui sont représentées là. Alors, je voulais poser une question à celle qui s'occupe de l'ARS. C'est vous? Oui, d'accord. Moi, je fais un dossier sur les inégalités d'accès aux soins, une réalité en France. Et je voudrais poser une question qui est un peu à côté de ce que vous venez d'exposer. C'est parce que je cherche quand même la définition de soins. J'ai essayé de chercher dans pas mal de manuels, j'y arrive pas. Donc ça c'est la première question. Qu'est-ce que vous entendez par la notion de soins? Ou dans quel ouvrage je pourrais trouver cette notion? Et la deuxième question, comment expliquer les inégalités d'accès aux soins sur le territoire en France? Voilà. Non, elle n'est pas complètement, elle n'est pas du tout à côté votre question, parce que c'est bien le sujet du niveau national et de la ministre du niveau national, c'est qu'il y ait équité sur tout le territoire. Alors les ARS le font dans leur région, mais le rôle ce qu'on appelle de l'État, en fait, c'est bien d'affirmer que quoi qu'il se passe au sein d'une région ou même dans un territoire où l'hôpital X fait des choses très très bien et peut-être et il s'organise avec ses partenaires, il faut que cette organisation soit identique à un autre territoire. Et c'est ça le rôle du ministère, qui est un peu hors sol, mais extrêmement important dans les valeurs de notre République. Bon, pour répondre à votre question en inégalité, en général, on a deux grands champ d'inégalité, c'est l'inégalité sociale, c'est-à-dire que tout le monde, quelle que soit son éducation et ses revenus, n'a pas accès aux soins. C'est-à-dire aux soins, c'est vraiment ce qui est sanitaire, c'est-à-dire ce que fait l'hôpital, ce que fait le soin de ville et ce qui est prévention. Dans le soin, on ne s'occupe pas de ce qui sont les autres besoins de la personne, par exemple qu'elle n'a pas assez d'argent ou qu'elle vit dans un mauvais appartement, ou bien qu'elle ne sait plus faire sa toilette. Ça, ce n'est pas du soin. Le soin, c'est vraiment ce que fait l'hôpital, la ville, le médecin généraliste, l'infirmière de ville. Donc ça, c'est le soin. Et là-dedans, il y a des inégalités sociales, parce ce qu'on appelle un peu la médecine à deux vitesses. Il y a ceux qui ont de l'argent, qui ont la connaissance, qui ont tout de suite accès aux soins, et d'autres qui sont peut-être qui connaissent moins bien, ou qui sont dans des zones où peut-être l'organisation est moins performante. Ça, c'est le social. Il faut aller chercher ces gens-là parce qu'on sait qu'ils ont besoin, plus encore que les autres, de soins. Et qu'il peut y avoir des retards aux soins parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas où s'adresser et ils laissent leur maladie avancer. Donc il faut aller les chercher. Ça, c'est l'inégalité sociale. L'autre inégalité classique, c'est la géographique. Parce on dit dans le parcours qu'on va s'occuper de là où vivent les gens. Et il ne faut pas qu'ils soient dans un désert où il n'y a pas près d'eux la réponse à leurs besoins. C'est l'inégalité géographique. Et là, ce sont les ARS souvent qui s'en occupent, bien sûr, parce qu'elles savent qu'il y a des territoires qui sont historiquement, peut-être il n'y a pas de route, il n'y a pas de bus, voilà, où il n'y a pas une bonne il n'y a pas un hôpital immédiat, où il n'y a pas un médecin traitant immédiat. Ça, c'est l'inégalité géographique. Voilà, il faut que tous
patient individu dans le territoire français ait la même chance. C'est ça l'inégalité. C'est simple, c'est très pratique, c'est très ambitieux et c'est très important à réussir. Merci pour la réponse qui a conforté mes recherches. Mais juste la notion de soin, parce qu'il y a la relation soigné-soignant, et la notion de soin, ça sous-entend le bien-être de la santé, le bien-être social et le bien-être de la personne. Mais le soin en lui-même, comment vous pourrez le définir? La DGOS, normalement, est la grande direction de l'organisation des soins. Donc, est-ce que tu as une réponse immédiate sur la définition de soins? Eh bien, écoutez, vous nous donnez vos coordonnées et on vous répond. Par mail, et on vous répondra. Bonjour, moi en fait je serais intéressée de savoir quel est votre point de vue, notamment on parle beaucoup de parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie. On a bien vu qu'il y avait de multiples acteurs, de nombreux dispositifs. Comment au final les acteurs sanitaires, médico-sociaux, même sociaux et notamment l'usager, comment arriver à se repérer en fait avec tous ces dispositifs qui existent et quelle cohérence, enfin quels outils on peut mettre en place pour répondre à tout ça. En fait, l'idée, alors soins, santé, vie, c'est assez. On fait une typologie. Soins, c'est en gros, c'est le cure anglais, c'est-à-dire l'hôpital et l'ambulatoire. Santé, on embarque la prévention et le médico-social. Vie, ce sont tous les acteurs qui sont les partenaires de la santé, l'éducation, le travail, la justice et les collectivités territoriales. Bon, voilà, on a une typologie de termes qui fait qu'on s'y retrouve à peu près. Bon, ça c'est le premier sujet qui est assez simple à répondre. Tant la vraie question, c'est effectivement d'avoir le service, c'est-à-dire que l'usager, je dirais même l'usager, parce que celui qui n'est pas encore malade, on reprend l'exemple de l'enfant qui n'est pas encore obèse parce qu'il a besoin justement d'un accompagnement, sa famille a besoin d'un accompagnement, c'est un usager. Voilà. Donc la question, c'est comment il s'y retrouve dans tout ça. C'est bien l'idée des plateformes territoriales, c'est-à-dire que dans le territoire, et ce territoire sera défini par l'ARS, qui va faire des définitions en fait d'acteurs, les territoires où les gens s'entendent bien, où les professionnels de santé s'entendent bien, se connaissent bien, ils ont une histoire commune. Et un territoire rural ne sera pas un territoire de ville, un territoire où il y a un hôpital ne sera pas un territoire où il n'y a pas d'hôpital. Donc ils vont définir des territoires et à chaque endroit, il faut qu'il y ait l'information. Pour le moment, on définit beaucoup d'informations vers le professionnel de santé, ce qui est, la DGOS vous a montré comme plateforme territoriale où vous pourrez décrocher. Allô, 24 heures sur 24, j'ai besoin de savoir quelque chose, versus l'usager. Et ça, il va y avoir ce qu'on appelle le SPI, c'est un des axes de la loi qui va s'appeler, qui est une plateforme informatique à laquelle le patient pourra se connecter et aura toute l'information dans son territoire. Voilà, ce sont les deux principaux outils. Bonjour. Je me questionne autour de la fonction de coordination des parcours de soins, puisque ce sont des professionnels qui ont des missions assez hétérogènes derrière un seul nom de coordonnateur. Et je me demandais si c'était des réflexions qui, au sein du ministère, allaient vers l'identification d'un métier unique, avec ou pas l'aspect clinique. Parce qu'il y a la formation de pratique avancée et la fonction de coordination des parcours de soins intégrés au master en sciences cliniques infirmières. Et dans la loi santé, on sait que cette pratique avancée va maintenant est donc actée. Et puis, sur le terrain, parfois, des missions de coordination menées par des professionnels qui ne sont pas soignants et donc qui n'ont pas d'aspect clinique de cette coordination. Donc je me demandais si on allait vers une coordination clinique ou bien une coordination plutôt éloignée du patient mais proche des professionnels qui œuvrent pour le patient. Allô ? Oui. Oui, non, c'est vrai, une question intéressante et en effet,
on y réfléchit, on y travaille au ministère, parce que comme vous le dites, le métier de coordinateur, c'est un métier émergent, le métier de coordonnateur. On sait que dans des réseaux de santé, des plateformes, il y a ce métier-là qui arrive, et les formations sont assez hétérogènes, où il n'y a pas une formation en tout cas unique pour la coordination d'appui. On a aussi les gestionnaires de cas dans les Mayas qui sont formés aussi pour l'organisation des parcours très complexes. Et il y a eu un rapport EGAS l'année dernière qui justement recommandait de pouvoir professionnaliser ce métier et de créer une filière de formation spécifique. Donc je crois que, si je m'abuse, il y a des réflexions en cours et des travaux avec le HESP pour justement créer une filière du métier de coordonnateur d'appui. Alors, le terme n'est pas encore choisi, ou de coordonnateur de parcours, pour que ce métier-là soit reconnu avec une formation formalisée. Parce que le HESP était en fait à l'initiative des masters en sciences cliniques infirmières, même si le master 2, coordination des parcours, était enseigné par l'université Aix-Marseille. Mais il y a vraiment une approche clinique de la coordination dans cette vision-là. Et voilà. Il y a énormément de formations actuellement, beaucoup de masters sur les parcours. Je pense qu'il faut vraiment. Il y a deux sujets. Il y a la coordination clinique au sens accompagnement du patient de Madame Durand. Et là, il y a déjà beaucoup de choses. Par exemple, la FM avait depuis des années des accompagnateurs de l'enfant, et on va s'occuper de l'enfant, ou ce que font les Mayas pour les personnes âgées quand elles font des parcours complexes. Donc, elles vont accompagner telle personne dans toutes ces interactions. Et il y aura là un sujet singulier. Et puis, il y a des coordonnateurs plutôt structures qui sont au niveau de territoire et qui vont faire en sorte que tout ceci est fluide. Alors, est-ce que on n'est pas il n'y a pas d'idée qu'un statut fasse mieux que l'autre. Par exemple, personne n'a dit qu'il fallait que ce soit mieux des infirmières ou des médecins ou des travailleurs sociaux. Marie-Claude Marais a un point sur le social qu'elle va vous indiquer. C'est plutôt maintenant des compétences qu'on cherche, et c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que personne ne va dire qu'il faut que ce soit tel statut ancien qui le fasse. Voilà. Maintenant, ce qui est clinique, quand il y a un contact direct avec le patient, là, la notion de clinique arrive assez précisément. Dans les nouveaux métiers, ce qui sera sûrement fort intéressant, c'est ce qui se passe dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, où il y a là des infirmières qui en font déjà l'expérience, qui font un travail remarquable. Alors on est plus dans les pratiques avancées, où elles s'occupent autour de l'intervention médicale, la consultation immédiate médicale. Elles s'occupent de tout ce qui est avant et après, et qui sont les questions des patients. Là, ce sont plutôt des métiers cliniques, évidemment, parce qu'il y a une notion clinique. Une infirmière peut expliquer, une fois que la consultation du médecin est passée, comment le patient doit prendre son traitement, l'impact avec le contenu de son réfrigérateur s'il est diabétique, etc., etc. Là, il faudra nécessité clinique. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Le temps est court. Pour faire un peu le tour de ce sujet qui est majeur sur la formation, formation initiale comme continue, tous autour de la table, si on a plus de 35 ans, on n'a pas été formé à ce qui est devant nous. Donc on a un vrai sujet de formation. Je vais passer la parole à Marie-Claude sur ce qui est social. Alors sur effectivement cette notion donc de référent de parcours, mais plutôt versant social, des états généraux du travail social qui ont été conduits l'année dernière par notre direction générale de cohésion sociale, est sorti un plan d'action national, et il est proposé donc de démarrer une petite expérimentation pour effectivement travailler sur cette notion de référent de parcours, mais en tout cas sur le champ pour l'instant limité de l'exclusion. Et je dirais le parti qui est pris, c'est plutôt de travailler sur cette notion de fonction, mais pas d'en faire un nouveau diplôme ni une certification. Et comment effectivement cette fonction, quelles compétences, pour faire quoi. Et derrière, il y a aussi tous les sujets de secret, de partage d'informations, d'où aussi des travaux complémentaires qui seront amenés aussi pour partager les informations, pour vraiment aller dans cette logique de parcours. Encore une question. Je regarde le grand maître du temps. On a encore le temps d'une question? C'est bon? Encore une, voilà. Monsieur. Oui, bonjour. Donc, pour simplifier, en fait, par rapport à ce que j'ai pu comprendre, en fait, du dispositif, c'est que
sur les plateformes en fait d'appui, c'est ça, les plateformes territoriales. C'est l'accès à l'information, donc dans un premier temps, vous l'avez dit, pour les professionnels, et après, dans un deuxième temps, pour les patients ou usagers. Comment on va s'organiser en fait ce recueil d'informations, parce que on est quand même sur un territoire en fait où il y a beaucoup d'opérateurs en fait sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Sur les opérateurs privés ou associatifs, déjà il y a beaucoup d'initiatives avec des plateformes à destination des professionnels, à destination des patients et des usagers. Est-ce que pour vous c'est complémentaire ou c'est concurrentiel par rapport effectivement à ce dispositif ? Alors en effet, la mission d'information d'orientation des plateformes, elle va nécessiter de connaître très bien les ressources du territoire. Les plateformes territoriales d'appui, elles vont s'appuyer sur deux choses. Les annuaires déjà qui existent déjà, notamment dans les réseaux de santé, ils ont des annuaires très précis des différents opérateurs et des acteurs sur leur territoire. Et ils vont s'appuyer sur le répertoire opérationnel des ressources, qui est un répertoire qui a vocation à développer dans chaque région et qui a vocation à être alimenté par les acteurs eux-mêmes pour signaler qu'ils existent et ce qu'ils proposent en termes de services. Donc l'idée, c'est d'avoir justement un répertoire très harmonisé sur les régions et sur lequel va s'appuyer la plateforme. Vous aviez une deuxième question sur la mise en concurrence, je crois. Est-ce qu'il y a concurrence entre le milieu associatif et les plateformes ? Dans ces cas-là, on peut parler du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que là où il y a déjà des services qui sont proposés par l'associatif ou le secteur privé, la plateforme est censée en gros passer le relais à ces acteurs-là. Elle n'est pas censée faire à la place de ceux qui font déjà et qui remplissent déjà des missions. Voilà. L'objectif de ces plateformes, c'est bien la simplification des dispositifs et donc du coup de bien avoir une seule porte d'entrée vis-à-vis des professionnels sur PAERPA vis-à-vis aussi également des usagers, puisque c'est une différence, mais surtout que du coup la plateforme territoriale d'appui puisse relayer vers le bon opérateur pour pouvoir donner la bonne information. Donc en fait, c'est pas une surcouche, c'est bien s'assurer de la coordination et de la cohérence des différents dispositifs pour pouvoir donner réponse le plus rapidement possible dans les meilleures conditions aux professionnels. Voilà, donc il n'y a pas, et aux usagers si effectivement, donc il n'y a pas de concurrence, mais il y a bien une vraie connaissance des ressources du territoire et ce que chacun apporte en termes de services. Merci. Vous venez d'évoquer les réseaux qui sont en général monothématiques. Dans quelle mesure les plateformes vont complémenter ou voire se substituer aux réseaux? Alors en effet, les réseaux étaient monothématiques pour la plupart, mais vous avez dû savoir qu'il y avait des orientations, notamment de la DGOS fin 2012, qui souhaitait que les réseaux deviennent plurithématiques pour apporter plus de réponses aux professionnels et pas être vraiment segmentés sur une pathologie, une population. Donc cette dynamique, elle est prise maintenant. On a près de 200 réseaux qui sont devenus plurithématiques. Donc l'objectif, c'est qu'on continue sur cette logique-là, que les réseaux soient amenés à aller vers le plurithématisme. Si c'est pas le cas, il y a un moment, l'ARS va se poser la question du devenir de ces réseaux. Et en tout cas, les réseaux qui sont plurithématiques sont amenés à évoluer vers des plateformes territoriales d'appui. C'est la logique qui est tendue. Et la plupart des réseaux sont dans cette dynamique-là. Et l'ARS va les accompagner vers cette évolution-là. Non, pas à l'intérieur d'une... Ouais, l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à toute situation complexe. Après, l'expertise, la plateforme va aller chercher l'expertise médicale ou pas sur le territoire, mais en tout cas, la porte d'entrée sera plurithématique. C'est l'objectif. Et les réseaux vont contribuer justement à la mise en œuvre des missions des plateformes.